Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, on vous emmène là où l'immobilier rencontre l'engagement citoyen, la finance solidaire et les territoires oubliés par les logiques purement spéculatives. Notre invité du jour a cofondé une foncière pas comme les autres, Belleville, une société qui redonne du sens à l'immobilier en soutenant des projets porteurs de liens, de justice sociale et d'écologie. Et justement, cette foncière solidaire franchit un nouveau cap avec le lancement d'une SCA, une société en commandite par action. Ce statut juridique un peu particulier permet d'associer des commanditaires, donc des investisseurs, à des commandités, c'est-à-dire des gérants, en séparant leur rôle de gestion et de financement. L'objectif, mobiliser à la fois l'épargne citoyenne et les fonds institutionnels pour financer des projets d'intérêt général. Bonjour Alexandre Borne. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur le Club Imo aujourd'hui. Alors Alexandre, avant de parler de la SCA, un mot, qu'est-ce qui vous a donné envie de fonder Belleville et quel a été en fait le déclic ? Alors avec mes associés, le déclic c'était une frustration, je dirais, nourrie de quelques années de voir des dérives du milieu de l'immobilier très spéculatif et certains enjeux prégnants à la société, écologiques, sociaux, auxquels l'immobilier ne répondait pas. Et donc, on peut citer par là la vacance commerciale, des centres-villes parfois en déclin, la difficulté de se loger, les prix qui augmentent. Et donc, face à ça, on s'est dit comment nous, on peut agir concrètement et renforcer notre capacité d'action dans l'immobilier, parce que c'était notre métier. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est motivé pour créer une foncière qui englobe toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur. Exactement. Alors, vous pouvez nous expliquer ce qu'est une foncière solidaire et ce qui fait en fait la singularité de votre modèle ? Alors la singularité, déjà pour commencer, et c'est ce qui décrit aussi une foncière solidaire, c'est que 100% de notre action est orientée vers l'écologie ou la dimension sociale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est central à notre démarche. Et on fait de l'immobilier parce que c'est ce qu'on maîtrise, mais on le fait uniquement parce qu'on veut répondre à des enjeux politiques, écologiques et sociaux. Et donc, une foncière solidaire, c'est une foncière avant tout. Ouais, voilà, on achète des immeubles, tout simplement. On les achète, on les rénove, on les repense. Mais par contre, on les remet sur le marché uniquement pour ces projets écologiques et sociaux, pour du logement, à des loyers les plus modérés possibles. Qu'est-ce que va permettre concrètement cette foncière ? Cette foncière, en fait, nous, ça fait... Voilà, cette nouvelle structure, ça fait 5-6 ans qu'on agit. On a investi près de 13 millions d'euros. On porte aujourd'hui 80 millions d'euros d'actifs en patrimoine avec nos associés et des acteurs institutionnels, associatifs. Mais aujourd'hui, on passe ce cap parce qu'on va pouvoir capter de l'épargne citoyenne. Et donc, on vient vraiment rencontrer, si je peux dire, l'épargnant, à la fois institutionnel et personne physique, citoyenne. Et on va lui permettre d'investir son épargne vers des projets utiles à la société. Et donc, c'est vraiment ce changement. Aujourd'hui, un investisseur citoyen peut investir son épargne au capital de Foncière Belleville en passant par une plateforme qu'on a mise en place. Et donc, ça permet aussi d'avoir un lien beaucoup plus fort avec le citoyen. Et on pense que c'est aussi une manière de pouvoir changer l'approche que les citoyens ont avec leur épargne et leur manière d'agir à travers elle. Alors, vous l'avez dit, donc cette SCA, elle s'appuie sur l'épargne citoyenne et institutionnelle. Ouais. À qui elle s'adresse et pourquoi avoir choisi d'ouvrir aussi largement finalement le capital ? Aujourd'hui, on a, en tant que foncière solidaire, on a un agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui nous permet de faire bénéficier à des citoyens d'une défiscalisation d'un dispositif fiscal à hauteur de 25%, si l'argent reste disponible dans l'entreprise pendant 5 ans. D'accord. Voilà, donc nous, il faut voir déjà, c'est un énorme levier
pour pouvoir aussi agir plus concrètement, plus massivement, si je peux dire. Donc, L'épargne citoyenne, comment ça se passe concrètement? Combien ça coûte si j'ai envie d'investir dans votre foncière? C'est quoi les étapes et combien ça coûte surtout? C'est une bonne question. Aujourd'hui, les étapes sont très simples parce que tout est digitalisé. Donc, sur notre site, on a un lien et on accède à une plateforme dans laquelle on crée un compte. Une fois que ce compte est créé, on met en ligne quelques documents administratifs d'identité pour le KYC. Et une fois que ça c'est fait, on peut investir. Donc, à partir de 100 €, ce qui est déjà très important pour l'accessibilité. Ouais. En fait, il faut se remettre. C'est à la fois peu et finalement, tout dépend de qui. Voilà, aussi, c'est très démocratique. C'est peu et très utile. Si tout le monde mettait 100 €, on irait loin. Ce montant de 100 €, vous l'avez pensé comment? Vous n'avez pas décidé comme ça un matin de dire, tiens, on va faire un ticket d'entrée à 100 €. Enfin, comment on arrive à déterminer un prix comme ça plus qu'un autre? Je ne sais pas si légalement c'est le minimum, mais c'était vraiment le plus bas ticket possible pour que ce soit concrétisable en termes de gestion aussi. Mais en l'occurrence, on s'est plutôt posé la question, est-ce qu'on démarre à 1 000 €, est-ce qu'on part à 500 €? Certains mettent plus que 10 000 ou 20 000 pour que ça soit très exclusif. Ce n'était pas notre cas. Et donc nous, on a vraiment voulu descendre au plus bas possible, quitte à ce que ça nous coûte du temps aussi en gestion, mais pour que quiconque puisse un jour tester, un jour mettre son épargne. Je crois qu'il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum. C'est comme ça, dans je le sais pas. Une action, on peut la déterminer peut-être à 10 €, 50 €. C'est pas je crois que c'est pas. Il n'y a pas de minimum. Mais en tout cas, ça a été pensé comme ça. Voilà, si on voulait être au plus bas. Le plus démocratique possible. Alors, vous avez organisé il n'y a pas longtemps un événement de lancement. C'était en fin avril à Paris. De quoi il s'agissait? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Ouais, c'était vraiment un premier lancement de cette nouvelle structure d'investissement. On avait à cœur aussi de créer des événements physiques avec nos investisseurs. Et donc voilà, on se lance dans une lignée d'événements à Paris, à Toulouse, à Marseille. Donc il y en a un à Toulouse demain, à Marseille le mois prochain. Et on a vraiment envie de faire découvrir nos lieux, les lieux dans lesquels on a investi en tant que foncière, qui sont des lieux souvent culturels, publics. Racontez-nous ce lieu qui est dans le 19e arrondissement de Paris. Ouais, le TLM, c'est ça. C'est un lieu qu'on porte avec des associations du quartier du 19e. Qui est un lieu culturel, associatif, dans lequel on peut venir boire un coup, manger, travailler, écouter un concert, un spectacle. Et on veut que ce lieu soit le plus accessible possible aux familles, aux habitants du 19e arrondissement. Qui est le quartier populaire de Cambrai. Qui est d'ailleurs sans lien, qui est le quartier de Belleville, justement, mais ça n'a pas de lien. On est très voisins, mais voilà, là on sort un peu de notre quartier, mais voilà, donc notre logique c'est vraiment de rendre démocratique ces lieux, de faire venir les gens, et puis nous aussi de faire connaître notre démarche, et qu'on puisse créer une communauté d'investisseurs qui en parlent aussi, et qui puissent se mobiliser en disant, ok, je comprends, mais 100 € à quoi ils servent? Ils servent à un lieu concret. Je vois qu'il y a des associations qui viennent, il y a des gens, qui viennent dans celui-là. Il a une vocation sociale forte. Et de ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais ce dispositif, il y a une aide de l'État via ce dispositif fiscal de 25%. Donc en gros, ce que ça coûte, il y a des frais d'entrée de 3% pour la gestion du fonds. Mais ensuite, l'investisseur bénéficie de cette défiscalisation. Et en gros, il y a vraiment un rendement qui est boosté par la défiscalisation. Et merci à ce dispositif. Et de l'autre côté, nous, en tant qu'entreprise, on va essayer de redonner à la sortie de l'investisseur une revalorisation de ses parts qu'on évalue à 3% à peu près. Ce qui donne au final, avec un minimum de 5 ans et idéalement plus comme durée de détention, un rendement qui est non négligeable. Et c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui. On peut bénéficier d'un rendement minimum qui est très correct, qui est fair, on peut dire, et en même temps aider des entreprises comme les nôtres qui agissent concrètement. Alors, vous intervenez dans différents lieux. Je prends ma petite liste. On a notamment une ancienne école à Albi. On a une halle industrielle à Vitry. Une maison des transitions à Marseille. Comment est-ce que vous choisissez les sites à réhabiliter? Quelles sont vos priorités? Alors, la priorité, elle est avant tout à quoi ce projet va servir, à quels besoins il répond. J'entendais par là écologiques, sociaux, quels sont les besoins de ce territoire-là. Ça, c'est le premier lieu. Après, le moyen, c'est d'acheter un bâtiment, de le rénover. Et généralement, on essaie de privilégier des bâtiments existants. Donc, 100% de nos projets sont des réhabilitations. De quelle façon? C'est du
coup de cœur, une opportunité qui se présente à vous Ouais, on fait de l'immobilier, donc c'est un combo de tout voilà, ça. Il y a un peu de prospection. l'opportunité, il y a le prix, il y a les gens avec qui on travaille, il y a est-ce que ce bâtiment répond aux besoins qu'on voulait porter, mais globalement aussi quelle est l'empreinte écologique de ce bâtiment, et c'est pour ça que 100% de nos bâtiments sont des réhabilitations. C'est aussi un marqueur fort de notre volonté de réhabiliter un patrimoine existant. Et après, je maintiens quand même que beaucoup de nos bâtiments ont une dimension patrimoniale forte. Oui. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on est très attaché, la qualité architecturale de nos bâtiments. Oui. Alors, vos projets, donc, ils mêlent souvent culture, économie locale et écologie. Comment est-ce qu'on réussit à combiner tous ces usages dans un même endroit ? C'est une bonne question. Comment ? Il y a des contraintes administratives, réglementaires auxquelles on répond, comme tout le monde. Je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle à ça, mais peut-être qu'un des éléments forts, c'est quand même avec qui on est associé, comme partenaires locaux, comme association, qui nous aident à porter chacun de ces usages. Et par contre, c'est vrai à les adapter peut-être à d'autres usages portés par d'autres intervenants. Exactement. Et d'arriver à faire une osmose, une synergie comme ça entre ces différents... C'est ça. Parce qu'en fait, les habitants du quartier, ils ont des intentions, ils ont des besoins et on est censé y répondre. Donc en fait, vraiment, notre enjeu va être de comprendre quelles sont les attentes de ces habitants et en quoi nous, on va y répondre. Et donc finalement, le programme qu'on va pousser, il va être très orienté autour de la nécessité de répondre aux besoins de tout le monde. Alors, vous parlez souvent, Alexandre, de se réapproprier collectivement l'immobilier et la finance. Comment ça se traduit dans votre gouvernance, notamment avec les salariés et puis les partenaires ? Ouais, déjà, premièrement, on est en train de lever des fonds auprès de l'épargne citoyenne. Et quand j'entends citoyenne, je mets les institutionnels presque dedans, parce qu'en fait, les institutionnels captent leur épargne aussi auprès des citoyens, de l'assurance vie, entre autres. Et donc, du coup, ce que j'entends par là, c'est déjà collectivement comprendre que notre argent a une action forte sur la société. Et où est-ce qu'on veut le mettre, où est-ce qu'on veut l'investir, au même titre de notre action de consommateur. Et après, derrière, cette réappropriation, c'est que les lieux qui ont aujourd'hui existé, pour majorité, sont des lieux qui sont la conséquence d'une logique très spéculative. Je fais ça parce que ça rapporte plus, ou je fais ceci parce que c'est intéressant pour mes actionnaires. Nous, on retourne le sujet différemment. C'est en quoi ce qu'on fait répond aux besoins des personnes. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, est-ce que, en tant qu'habitant, en tant que citoyen, ce dont je me considère être, finalement, est-ce que la façon dont la ville est construite répond à mes besoins ? Est-ce que ce que je vis dans mon quartier est quelque chose qui va répondre à mes enjeux, par exemple l'éducation, la création d'emplois, le lien social, etc. Et c'est ça ce qu'on entend pour que nos lieux soient des lieux pour les habitants. En quelques mots, pour notre dernière question, quel message vous donneriez à celui qui hésiterait ou celle qui nous écoute aujourd'hui sur Radio J, qui hésiterait à s'investir dans cet immobilier solidaire ? Déjà, je lui dirais de tester, de se renseigner. Je lui dirais que, avant de parler d'immobilier solidaire, je lui dirais que l'économie sociale et solidaire et tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont des solutions, ont besoin de cette épargne-là et sont des entreprises qui sont professionnelles, qui gèrent des enjeux financiers forts et qui sont capables aujourd'hui de collecter et de gérer cette épargne. Donc, il faut avoir confiance, il faut regarder, il faut tester. Et si je parle un peu plus d'immobilier solidaire, aujourd'hui, l'immobilier, c'est ce qu'on appelait la pierre. C'est un placement qui est réel, qui est concret, qu'on peut visiter, on peut aller voir. Donc, ça permet aussi à l'épargnant de mieux vivre son action, son aventure avec nous. Et voilà, je dirais de tester pour commencer. Merci beaucoup, Alexandre Borne, d'avoir fait le détour par les studios de Radio G aujourd'hui. Merci pour cette belle initiative collective et solidaire. Et tout de suite, c'est l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et aujourd'hui, on vous raconte l'histoire relatée par nos confrères du Figaro d'un couple qui a vu son rêve immobilier tourner au cauchemar. Ça se passe à Dol-de-Bretagne, c'est en Ille-et-Vilaine. Une maison toute neuve se retrouve avec 4 conteneurs à déchets adossés à ses murs.
installés après la construction et sans concertation. Résultat, bruit, odeur, mouches, véhicules devant l'entrée et une partie de la valeur immobilière qui a une perte de la valeur immobilière évidente. Si les fenêtres ne donnent pas directement sur les bacs à déchets, des nuisances sonores et olfactives sont bien réelles. Problème, les collectivités n'ont aucune obligation de consulter les riverains et de déplacer donc les conteneurs nécessitent des preuves solides comme des expertises acoustiques ou olfactives, voire médicales, un vrai casse-tête pour les habitants concernés. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. goflint.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo sur Radio J avec notre seconde partie pour parler de gestion immobilière, mais pas tout à fait comme d'habitude. Et si le vrai luxe c'était justement de ne rien faire, déléguer, confier et surtout profiter. Notre invité est Alexandre Gassoul. Il est cofondateur avec son frère de Winstanley, une agence spécialisée dans la gestion complète des biens haut de gamme et l'hospitalité de standing. Winstanley, c'est une promesse claire. Profitez de la vie, laissez-nous gérer le reste. Bonjour Alexandre Gassoul. Bonjour Marc. Merci d'être notre invité aujourd'hui dans notre Club Imo. Alors, d'où vient ce nom de Winstanley et surtout cette idée de proposer une gestion haut de gamme et une approche feel good? Alors, le nom Winstanley vient tout simplement d'un hommage qu'on a voulu faire à notre famille, puisque c'est le nom de notre grand-père britannique, David Winstanley. Et étymologiquement, ça vient de l'ancien anglais qui signifie la clairière de Winston, un lieu ouvert, protégé et calme. Et c'est typiquement ce qu'on voulait donner comme dimension à notre maison Winstanley, un lieu de confiance où les propriétaires peuvent respirer. Et l'histoire de Winstanley a commencé suite au décès de notre père. En fait, on s'est retrouvé avec un bien sur les bras, ma mère et mon frère, et on a décidé d'optimiser, puisqu'effectivement, on s'est posé la question de vendre ou de conserver le bien, et on a décidé de conserver et d'accompagner d'autres familles à préserver leur héritage. Concrètement, qu'est-ce qui différencie votre service d'une agence de gestion classique ? Alors tout d'abord, en fait, on est une conciergerie, donc par l'approche de conciergerie, on a une approche très humaine. On va d'abord écouter d'où vient le client, quel est son contexte, et en fait, on accompagne toute une histoire. Donc, on n'est pas juste en train de gérer un bien, on cherche à le soigner, à le raconter pour justement faire en sorte qu'il garde cette âme qu'il avait dès le début. Et comme je le disais juste avant, on est une conciergerie, donc on offre des services supplémentaires, que ce soit à nos voyageurs ou à nos propriétaires. Quel type de bien est-ce que vous proposez et dans quelle région et est-ce que c'est uniquement sur la Côte d'Azur et à Paris ? Non. Alors aujourd'hui, on gère volontairement une 50aine de biens pour garder un certain niveau de qualité pour nos propriétaires. Et aujourd'hui, on est principalement actif donc à Paris, Île-de-France, dans le sud-ouest, donc en région Nouvelle-Aquitaine, dans la Côte Basque, mais également à Miami et au Mexique, puisque mon frère, mon associé, est basé, lui, à Miami. Et qui sont vos clients ? Est-ce que c'est des expatriés, des investisseurs, des familles fortunées ? On a tout type de profils. C'est vrai qu'on observe beaucoup de familles, de couples qui héritent, d'entrepreneurs qui vivent à l'étranger ou tout simplement d'investisseurs. Et ils ont tous ce point commun, c'est de vouloir profiter pleinement de la vie tout en n'étant pas forcément affilié à la gestion d'un bien au quotidien. Alors, certains biens, j'ai lu, permettent une rentabilité à plus de 100 000 euros par an. Comment est-ce que vous atteignez de tels résultats ? Alors, tout ça passe déjà par une vraie stratégie. Donc, chaque bien, on développe une vraie stratégie. On est vraiment dans la stratégie des conciergeries. Oui, voilà, c'est ça. Avec le revenu management. C'est ça. Vous appliquez probablement. On a bien entendu des outils qui nous aident au quotidien, justement, à avoir une tarification dynamique, toujours en lien avec la réalité touristique de notre zone d'intervention. Mais c'est vrai que voilà, on développe plusieurs types de services qui nous permettent justement d'aller maximiser le taux d'occupation. On utilise notamment des plateformes un peu autres que Airbnb et Booking, comme Peerspace ou Office Riders, qui sont spécialisés finalement dans la location pour du shooting photo, des vidéos, des tournages de films. Donc ça nous permet finalement... Ça permet aussi de... Oui. Exactement. Et comme on organise également des séjours à destination des seniors et des familles, ça nous permet dans certaines zones qui en pâtissent de la saisonnalité,
avoir un impact sur le taux d'occupation. On va parler un petit peu d'Airbnb, puisque vous êtes super hôte depuis 7 ans. En quoi ça change la donne au quotidien ? Alors aujourd'hui, être super hôte sur Airbnb, c'est un vrai label de confiance et un gage de qualité, c'est-à-dire que nos propriétaires nous font confiance puisqu'on a l'habitude de gérer des biens. Les visiteurs, les voyageurs, eux aussi, du coup, nous font confiance. Il faut savoir qu'il y a plein de personnes qui aujourd'hui filtrent directement sur Airbnb en taguant super hôte ou coup de cœur des voyageurs dans le but de minimiser les mauvaises surprises. C'est comme si sur Booking, on cherchait un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles dans les filtres. Alors, vous promettez également une hospitalité de haut niveau. Ça veut dire quoi, en fait, dans les faits il y a quoi, un service hôtelier, une conciergerie Dites-moi, qu'est-ce que... C'est ça, on a une vraie approche hôtelière dans le sens où moi, mon frère a fait ses armes en conciergerie au Beau Rivage Palace en Suisse. Donc on a décidé de mettre cette dimension vraiment au cœur de nos services, c'est-à-dire qu'on anticipe un maximum de choses, on fait attention aux moindres détails, on s'adapte aussi au profil de nos locataires. Donc voilà, on essaye de faire vivre une expérience qui rendra le client content, et on sait qu'un client content revient et recommande. Et comment on fait pour gérer à distance avec des clients qui sont parfois très loin, à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres ? Alors, on fait en sorte de développer un réseau de partenaires locaux dans chacune de nos zones d'intervention, c'est-à-dire qu'on a une assistance 7 jours sur 7. La force de notre implantation fait que on est sur des créneaux horaires qui nous permettent de répondre à la moindre demande 7 jours sur 7. Et typiquement, si je prends l'exemple d'une personne qui a une fuite d'eau à 2h du matin à Biarritz, l'équipe aux États-Unis prendra le relais pour répondre à cette personne et organiser une intervention en ce sens. Est-ce qu'on peut confier un bien tout en continuant à y venir régulièrement ? Bien entendu. C'est là tout le but de la location finalement saisonnière, c'est de pouvoir adapter le calendrier aux disponibilités du propriétaire. On va bien entendu avoir un rôle de conseil, c'est-à-dire que si on sait que pendant une période de données, il va y avoir une forte demande touristique, on va en aviser le client, mais c'est son souhait avant tout. Alexandre, si vous deviez résumer en une seule phrase l'ADN de Winstanley. L'ADN de Winstanley, je dirais que c'est vivre libre, l'esprit libre, et on orchestre tout pour vous. Merci beaucoup Alexandre Gassoul d'avoir été avec nous dans le Club Imo sur Radio J aujourd'hui. On retient cette idée, la vraie rentabilité, elle passe souvent par la sérénité. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission, on la retrouve sur la page Radio J Mag de YouTube, et on peut la retrouver également aujourd'hui sur la nouvelle radio 100% Imo de Radio J, accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur le site radioj.fr et sur l'application mobile Radio J. Je vous retrouve quant à moi dès demain avec grand plaisir à 16h05. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous à l'écoute de Radio J. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.